Barrer la lourde, c'est de là-haut. Barrer la lourde. What? Barrer la lourde, fermer la porte. Je sais pas ce que c'est. Mais ça vient d'où? Barrar? Ça ne dit pas d'où ça vient. Hein. De l'occitan. Ah ouais. Ok, donc c'est un truc du sud aussi. C'est une marine. Il paraît que ça venait des conscrits militaires dans l'armée napoléonienne qui demandaient surtout de quoi manger. Ah, baragouine. Mettre la viande dans le torchon, ça d'accord. Je rentre au bercail, c'est je rentre à la maison. Mais je rentre au bercail, c'est un truc hyper connu ça. Mais j'avoue, j'avais pas jamais fait le bergerie pays natal. Rentrer au bercail. Mais le bercail, c'est pas breton. Désolé, hein. C'est normand. Normand bercal, du latin populaire berbicale. Du latin classique brebis, qui veut dire la maison paternelle aussi, bien sûr. Berbicale. Du coup, bercail, désolé, c'est plus normand. Enfin, c'est dommage ça. Salut, t'as des origines? On a tous des origines, frérot. T'as des origines toi aussi, raconte-moi. Je te laisse deviner, Hugo. J'aime bien jouer à ce petit jeu. No offense, il n'y aura pas d'offense. Excusez-moi, pardon. Je savais pas que c'était occitan. C'est utilisé au sud-ouest comme dire une poche pour un sac, mais je sais pas jusqu'à où ça monte le long de la côte. Partir en riboule, par contre, je l'ai pas. Hein. Ça, désolé. Alors c'est cool, ça me fait un petit verre. Taverne porcelaise. Il était sympa, Cédric. Bien. Peut-être qu'on ira se poser voir Cédric après pour prendre un petit thé. Peut-être un petit café, encore une fois. J'aime bien les cafés, c'est bon. Je lui ai passé 1 euro quand même parce qu'il était sympa. Le café était 1,60, je lui ai passé 1 euro pour parce qu'il a voulu me le passer. C'est pas cool de partir sans, quoi. Enfin, histoire d'être un peu. Il était gentil et tout. Salut Nignon, comment ça va? On était en train de parler des différents types d'expressions qu'il y avait en Bretagne. Et bon, on a parlé des trucs genre du type rentrer au bercail, mais apparemment c'est normand. On avait ça gaz, apparemment, c'est très d'ici. Il y avait quoi d'autre qui disait? Asie du Sud. Vas-y, donne-moi 3. T'as le droit à 3 guesses, Hugo. Et je veux bien que tu étayes pourquoi tu penses que c'est ça. Non, en vrai, étaye pas. Dis-moi. Dis-moi, moi j'aime bien ce jeu, j'aime bien ce petit jeu. T'inquiète, je te donne la réponse au bout des 3 devinettes. Hein. Sans problème. No offense, bien sûr. Avec ma grand-mère en train que c'est. Comment ça se prend? Yerenmat, je l'entends parfois. Ah d'accord. C'est peut-être un truc un peu santé quoi. Skol. Ribin, riboule. Les grosses boules. Pardon. Ah donc c'est là l'encre. Comment ça va Nignon? Comment ça s'est passé ce matin avec le nouveau vaisseau que tout le monde trouve moche? Moi personnellement je trouve joli, je l'ai dit en live. Et j'ai fait la blague hors live sur Discord en disant que je trouvais ça moche pour rire. Et elle a très très mal pris. C'était pour rire, hein. C'était pour de rire. Okay, Victoria d'Angleterre, ouais, d'accord. Ah, c'est formidable. L'eau est presque l'eau est turquoise, les amis. Hein. Et ça, c'est la vie. Santé. C'est quoi la meilleure manière de dire santé? Dans quelle langue c'est plus stylé? Polynésie? Ah putain, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai une tête, je fais polynésien. Je fais polynésien. Ah ouais, non, peut-être parce que je suis un peu bronzé. Je sais pas. Je fais polynésien. Ouais, là, putain, c'est intéressant. Beaucoup de gens qui pensent que je suis mixte par contre. Ce qui en soi est vrai, mais pas vrai comme vous le pensez du coup. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis mixte avec un français quoi. Tu vois.
Fais surfeur. Bah après, je suis un peu une fraude parce que j'ai pas surfé depuis presque 2 ans. Donc c'est terrible. J'aime bien le kampai au Japon. Bon, je vais te répondre, Hugo, parce que c'est chiant que j'ai pas envie de t'emmerder. Mon père est taïwanais, ma mère, elle est chinoise. Du coup, c'est ça la grosse différence. Et c'est très très joli, hein, très sympa. Baignade et plongeon interdites. Parce que je suis en train de. Et les gens sont en train de faire. Bon, ils font ce qu'ils veulent, après, moi je suis pas. Putain, c'est très beau dans le coin, regardez-moi ça. Est-ce que ce serait pas trop chouette si on pouvait prendre un bateau, aller sur l'île qui est là-bas, mais après, si on nous laisse là-bas, c'est chiant. Tu pourrais faire de la plongée en Bretagne? Très probablement que oui, mais après, en fait, encore une fois, j'ai mon niveau 1 de plongée, mais j'ai pas plongé depuis plus de 6 mois, donc avant de plonger, il faut que j'aille dans un centre et que je fasse que je reprenne une équivalence et tout. Mais je crois qu'il n'y a pas de centre. Il y a des centres PADI en France, je crois pas. Hein. C'est le SSI, je crois. Je sais même pas. Il y a un truc comme ça où. Ouais, je sais pas. Je suis pas trop au courant. Hop. Allons voir l'arc. Il y a encore des enfants. On va pas les filmer. Mais du coup, on va voir, il y a l'air d'avoir un petit panneau là-bas. Si PADI aussi. Moi, j'ai des origines malgaches. Ah, c'est stylé ça. Sur la plage de Sainte-Marguerite, on peut aller sur les îles à pied. Très bien. Hop. Ah, magnifique. Ah, c'est immense. J'ai vu beaucoup de vidéos d'encre, d'énormes bateaux descendre. C'est hyper dangereux en fait. Et pourquoi est-ce qu'il a échoué le bateau? On va voir ça après. Ah, voilà, on a l'explication, chat. L'explication. Amoco Cádiz. Cádiz en castellano. Regarde comment les rochers sont noirs. Ah, effectivement. Ouais. Sur la plage de Sainte-Marguerite, on peut aller sur les îles à pied. Putain, je l'ai déjà lu ce message en fait. En fait, premier degré, si je vous montre que l'eau, on peut penser qu'on est dans les endroits de type Koh Lanta, quoi. Tu vois, magnifique. Centre nautique. Bonjour Pissenio. Du coup, pour la faire courte, les amis. Le jeudi 16 mars 1978, le supertanker Amoco Cádiz, long de 334 mètres, battant pavillon libérien, longe les côtes bretonnes avec à son bord 220 000 tonnes de pétrole brut. Pétrole brut, on rappelle, hein, c'est ce qui permet aussi de faire le plastique, tous les produits dérivés du polyester, etc. Machin. Et 50% du reste, c'est ce que vous mettez dans votre voiture. À 9h45, le bateau se situant au nord-ouest tombe en avarie de barre et commence sa longue dérive, l'amenant à s'échouer 12 heures plus tard à environ 4 km d'ici, dans le nord de Ségouvraz, près du phare de Corne-Carré. En gros, nous sommes là, ici, et c'est ici qu'il s'est échoué. Bon, grosso modo, à des échelles un peu... La proue du bateau, la proue c'est l'avant du bateau. La proue du coup, l'avant du bateau, qui émergeait de l'eau est restée visible pendant plusieurs mois, offrant aux milliers de personnes qui se pressaient sur les côtes la vision d'un spectre saluant le ciel. L'épave a été engloutie l'hiver suivant par une nuit de tempête. Suite à cette catastrophe ayant provoqué la marée noire la plus importante du XXe siècle, la réglementation a évolué, notamment par la modification du rail d'Ouessant en 1979, éloignant ainsi des côtes les navires transportant des hydrocarbures et des produits dangereux. Depuis 1982, ce dispositif est surveillé en permanence par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le CROSS Corsen, situé à la pointe du... Je ne sais plus si on dit Corsen ou Corson, à Plouarzel. L'espace muséographique, l'encre, sont consacrés à ce naufrage et ils font le récit de cet épisode douloureux dont la Bretagne a dû se relever. Et vous voyez du coup,
ça ressemblait à ça, ce qu'on voyait la proue du coup du bateau, qu'on voyait à l'entrée. Incroyable. Et du coup, effectivement, 1978, le 16 mars 1978, à Moko Cadiz, 334 mètres de long, 220 000 tonnes d'hydrocarbures balancés sur les côtes bretonnes qui ont dû être ramassés à la main. C'est horrible. J'ai une question. Premier degré. On est d'accord que c'est une question qui me paraît un peu, enfin, qui peut paraître un peu débile. Mais suivez mon raisonnement, d'accord? Suivez mon raisonnement. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le pétrole brut? Déjà. Ça peut être... j'avais 4 ans. Ah oui, mais je n'étais pas encore né. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le pétrole brut? Bon. Dans le pétrole brut, vous avez des métaux, de la résine, beaucoup de choses. Et aussi des animaux, non? Des animaux morts. Molécules différentes. Je suis en train de regarder pour être sûr, des structures... d'animaux fossilisés, parce qu'on parle d'énergie fossile. J'avais moins 10 ans. Eh ben putain. Vous êtes tous... J'avais moins 15 ans. Les feuilles d'arbres très vieilles. Ouais, c'est un mythe, les dinosaures, on est bien d'accord. Les dinosaures n'ont quasiment rien à voir avec le pétrole. Leur biomasse était trop faible et surtout pas concentrée au bon endroit. Quand on mélange des choses, fossiles visibles, okay. Et c'est ça, c'est le truc, c'est le pétrole provient surtout de micro-organismes marins, donc plancton, algues et bactéries. Ces organismes vivaient il y a des dizaines de centaines de millions d'années dans les mers profondes. Quand ils meurent, ils tombent au fond de l'océan, sont rapidement recouverts de sédiments. En absence d'oxygène, ils ne se décomposent pas complètement. Sous pression plus chaleur pendant des millions d'années, transformation en pétrole. Est-ce que les planctons, donc c'est considéré comme des animaux, non? Et du coup, si tu veux quelque chose de totalement vegan, est-ce que tu peux mettre quelque chose qui a été fait à base de plastique et d'hydrocarbures ou d'énergie, disons-nous, fossile? C'est une question débile, hein, mais une question que je me pose. Ça a l'air d'être superbe la plage qui est au bout. J'habitais en région parisienne à l'époque. On va aller de l'autre côté pour voir la statue et tout. Des restes fossilisés de clafoutis. J'ai vu la photo du clafoutis de Fanny, ouais, c'est terrible. Il n'y a pas de souffrance animale, donc ça reste vegan. Ouais. Ok. Je sais pas, je pose premièrement la question. En fait, vu que rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est difficile de savoir ce qui, autour de nous, est fait à partir de molécules qui sont passées dans les animaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être même impossible en fait. D'ailleurs, en partant de ce postulat-là, on peut se dire au bout d'un moment, quand on brûle des choses, peut-être qu'on perd de la matière. Mais d'une certaine manière, il y a quand même une quantité impressionnante de matière qui arrive de l'espace sur Terre. Le nombre de météorites qui arrivent sur cette planète, chaque jour, c'est quand même c'est monumental, quoi. Même couleur, même consistance par hasard, très probablement. En tout cas, c'est magnifique, hein. Je veux dire, l'eau et tout, attends, on va se rapprocher un peu. On se calme, les gamins. Mais j'avoue que je serais bien allé sur la petite île en face, là-bas. À partir de là, presque tout est du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Ah, mais bien sûr. Peut-être que le monde n'est pas si compliqué que ça.
Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Le pain et les pâtes, c'est fait à partir des mêmes ingrédients au début. Hein. Enfin, du même truc. Voilà. La farine, du blé. Je veux dire, au bout d'un moment, le pain, il y a ça dedans, les pâtes, il y a ça dedans, les lasagnes sont faites de pâtes, donc les lasagnes sont du pain. C'est QFD. Les pasta box sont du pain aussi, du coup, par définition. Puisqu'il s'agit de la même chose. Je vais pas tromper, toute la côte nord est magnifique. C'est toi la côte nord. C'est un beau compliment ça. Et c'est ouf hein, quand même tous les petits îlots qu'il y a là-bas, je trouve ça très très beau. Attendez, je ne vais pas vous... Oh putain, regardez en haut, je pensais qu'il y avait écrit un truc tellement c'est... Il y a écrit quoi? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a écrit un truc? Jérémy... Ou... Attends. Lily. Ligile. La To à la fin. Kungito. Tri. Non, il y a écrit Tri, T-R-I à la fin. À la fin, c'est T-R-I. T-R-I. 19. Tri. Mais il y a clairement écrit Tri. Hein. Dimitri. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dimitri dans le chat. Ta braguette est ouverte. Il y a écrit la ménopause. Ouais. On est en train de perdre des bits. Ouais. Comme dirait Lavoisier, c'est exactement ce qu'on a dit avant, effectivement. C'est ton 07. Oh merde, 07 47 66 83 50. N'appelez pas ça. Où il y a écrit usery. Le T se transforme en Z petit à petit. Bref. C'est un message des. C'est un message des Santi. C'est en breton, il y a écrit Trugaré. Je suis végane avec ma côte de bœuf. Le bœuf, c'est de l'herbe transformée. Les tomates, je mange pas de pied, tu manges la tomate. Exactement. Quand tu manges de la viande, finalement, c'est de l'herbe transformée. Non, il y a écrit Easy Peasy, comme la marque en fait. Non. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, c'est beau. Hein. Ça mérite toute notre attention, ce endroit. C'est un humain. Ah oui, Tchernobyl, c'était il y a 50 ans, non? Il y a 50 ans. Bonjour, désolé pour le retard, faut pas s'excuser pour un retard de stream. Il n'y a pas de problème. Tchernobyl. 40 ans. Bon, c'est pareil. Hein. 40, 50, c'est vieux, quoi. Pardon, excusez-moi. Je rigole. On va dire au-dessus de 25, on est déjà vieux, donc bon. Vous allez bien? Ça va. C'était en 86, juste avant que ma soeur elle naisse. Ça explique beaucoup de choses par rapport à ma soeur. Non, pardon. C'est pas vrai, je l'aime beaucoup. On va aller voir en face du coup ce qu'il nous avait dit d'aller voir. Les blocages. Vous savez qu'apparemment ça n'a jamais été la position du gouvernement de dire ça. Hein. C'est une personne, c'est une présentatrice télé lors d'un bulletin météo qui a mis un panneau stop au niveau de la frontière suisse. Et ça n'a jamais été la position du gouvernement. Apparemment. Catastrophe de Tchernobyl survenue le 26 avril 1986 à 11h à 1h 23 minutes 45 secondes. C'est la plus grave accident nucléaire de l'histoire, classé niveau 7, l'échelle des INES. C'est quoi l'échelle INES? Pas de risque, il n'a pas passé la frontière. Et le pire, c'est qu'on me dit... Ouais. Brigitte Simonetta. Non, mais du coup, toutes les personnes qui habitaient à l'est de la France ont ressenti les effets de la radioactive. Je pense qu'il faut avoir sur soi un compteur Gégère. Il n'y a rien à perdre à avoir ça, quoi. C'est toujours bien d'avoir...
d'être sûr de soi, d'une certaine manière. Vous ne pensez pas? On n'a jamais protégé la population en France non plus, donc il y a la position du gouvernement quand même. Ouais, ouais. Je vais m'acheter un compteur. C'est cher un compteur GG. Savoir ce qui est radioactif autour de moi, quoi. Les compteurs se déclenchaient assez violemment par chez moi, bah, tu m'étonnes. L'échelle internationale des événements nucléaires radiologiques, dite la INES, acronyme de l'anglais International Nuclear Event Scale, classe les événements nucléaires civils selon un risque radiologique. Il y a un truc qui du coup, en parlant de ce sujet-là, qui me fascine, c'est la décision qu'a pris l'Allemagne de se débarrasser de l'énergie nucléaire au lendemain de Fukushima. La décision qui a été prise alors qu'il n'y avait aucune raison logique de le faire. L'Europe et surtout l'Allemagne n'est pas dans une zone sismique à proprement parler, n'a pas les mêmes risques, pas les mêmes besoins, c'est absolument pas le même. C'est assez étrange quand même. Et du coup c'est marrant parce que l'Allemagne qui part du principe qu'ils vont pas. En fait leur but c'était de remplacer tout par du renouvelable, sauf que ça prend plus de temps que prévu. C'est possible, mais la technologie n'a pas évolué assez vite. Ou c'était juste aussi une question de. Ça coûte cher de passer. Mais ils vont y arriver au bout d'un moment, mais dans 10-20 ans, tu vois. Et donc en attendant, les centrales nucléaires qui sont en train d'ouvrir, ou les centrales nucléaires qui sont actives, sont à la frontière, il y en a beaucoup qui sont situés à la frontière avec l'Allemagne. Si jamais il y a une défaillance au niveau de ces centrales nucléaires qui produisent de l'électricité qui va vers l'Allemagne aussi, mais aussi la France. Le nuage radioactif ne va pas s'arrêter au niveau de la frontière franco-allemande, tu vois. Donc en fait, leur politique n'a servi à rien puisque nous, voisins des Allemands, on continue à avoir des centrales nucléaires. Si nous, leur politique sera intéressante dans le terme de risque, tu vois, si nous, on n'avait pas d'énergie nucléaire non plus. Mais d'une certaine manière, ça pousse à... voilà quoi. Pas sismique, c'est pas le Japon. Alors, quand je dis pas sismique, c'est qu'on n'est pas sur... On n'est pas situé comme le Japon entre trois plaques tectoniques, tu vois. Donc voilà, surtout ça. Au début des années 2000, que la coalition gouvernementale des sociodémocrates, le chancelier Gerhard Schröder, du Parti des Verts, s'est emparé de la sortie nucléaire actée en 2002. Ah ok, donc c'était quand même avant. Mais je veux dire, c'était quand même assez... quand tu vois les résultats qu'il y a aujourd'hui, bon, bah ça... Je pense que c'est une bonne impulsion pour passer du coup au vert, c'est-à-dire vraiment aux énergies écologiques, etc. Mais que du coup, tant que nous on utilise le nucléaire, eux, leur argument du nucléaire c'est trop dangereux, il sert à rien, enfin si je peux me permettre. On raconte ça à Bâle, mais Bâle c'est pas en Allemagne. Si. C'est en Allemagne, si. Si c'est en Allemagne ou c'est pas en Suisse. Si c'est en Suisse. Bon, après c'est à la frontière avec l'Allemagne, mais bon voilà, c'est pas. Voilà quoi. Voilà. Non mais tu vois, par exemple, s'ils savent que c'est sismique au sud, ils vont pas mettre leur centrale nucléaire là-bas, tu vois ce que je veux dire? Non, j'en sais rien. Enfin, ça me paraît logique, enfin je sais pas. Hop. Je parlais des risques sismiques dans le sud de la France. Sud-est de la France, ah oui. On a bien mis une centrale à Fessenheim. Oui, mais nous, on n'est pas très intelligents. Elle n'est pas fermée d'ailleurs, cette centrale, depuis. Enfin, un fleuve pour une centrale. Ou sinon, il y a juste la mer tout au nord, tu vois. Hmm. Oui, donc les zones les plus risquées pour les séismes en Europe, c'est l'Italie, la Grèce, la Turquie ou les Balkans. En France, c'est les zones telles que la Provence et Pyrénées-Alpes. Zone peu exposée, la Bretagne et le bassin parisien. Apparemment, la nuit durant laquelle la catastrophe a eu lieu, les capteurs de radiation de la haie ont sonné plusieurs fois, mais tu m'étonnes.
Bien travaillé dans le domaine, je connais assez bien, évidemment, la France, on a de la chance. Mais je crois qu'on a de la chance sur à peu près tout, non, de toute façon. Qu'est-ce qu'il disait? Je regardais une vidéo sur... bon, c'est un youtubeur, hein, c'est pas non plus. Mais c'est un gars que j'aime bien parce que c'est marrant, il utilise... il disait... C'est un youtubeur assez connu, je crois qu'il a 5 millions d'abonnés, voire plus. Et il faisait des vidéos sur si on devait commencer un jeu de civilisation, quel serait le meilleur pays pour commencer? Et c'est systématiquement la France. Pour la diversité du paysage, pour tout ce que tu peux faire pousser sur le temps qui est extrêmement clément, il n'y a pas trop de catastrophes, il y en a quand même bien sûr, mais je veux dire à l'échelle d'autres pays. Et surtout, face à l'ennemi, il y a des frontières naturelles absolument partout, c'est-à-dire de la mer, des montagnes, etc. Et après, bon, j'imagine que pour tout ce qui est sismique et danger naturel, je pense qu'effectivement, si on nous dit que c'est OK niveau nucléaire, c'est que c'est sans doute le cas, je sais pas, non? J'ai ressenti un tremblement de terre de 3 une fois, les bruits c'est impressionnant et pourtant c'est un tout petit. Quand vous allez au Japon, moi au Japon, je pense que presque tous les jours t'en subis un, plus ou moins violent, tu vois. Mais genre, d'ailleurs moi j'avais un peu du mal à m'en rendre compte, c'est Fanny qui m'a pointé du doigt le truc, et effectivement ça bouge très souvent, quoi. Presque, à peu près tout le temps en fait. Enfin pas tout le temps, une fois toutes les semaines, c'est sûr, tu le ressens. Un Moko Calice. Après avoir mouillé en dernier recours, chassa sous l'action du vent et du courant, cette encre pesant 20 tonnes, 500 dont les pattes se brisèrent, et vint s'échouer le 16 mars 1978 sur Mengulven, à 1100 mètres environ, dans l'est-nord-est du phare de Korkai, provoquant la plus grande marée noire du siècle. Oh. C'est quand même... La France, c'est un pays paradisiaque où les habitants pensent être en enfer. Ah ouais, c'est intéressant comme POV. Enfin, comme citation. Tremblement de terre de 7,4 la semaine dernière au Japon, avec un fort risque de tsunami. Et il y a eu quelques répliques aussi de ce que j'ai entendu. Mais oui, effectivement, il y a eu un... Et c'est dans le nord du pays, il y a eu alerte tsunami vers Hokkaido. Ouais. Goulevin. Très bien, merci. Ah, il me faut ça en fait, peut-être pour la vie. À Brest, l'épicentre est en Douarnenez, pardon, évidemment sans risque. Bah, apparemment, c'est une des zones les moins risquées, quoi. On va aller de l'autre côté. J'aimerais bien apprendre le breton. Ça donne envie. En fait, j'ai toujours été passionné par les langues type le gallois, l'irlandais et le gaélique écossais. Ça pourrait être hyper intéressant d'apprendre le breton. Je me demande, est-ce que Rosetta Stone a du breton? Et merci pour le raid, merci beaucoup. Tipiak, ça peut être très sympa. Merci Gokaido pour le raid. Que faisiez-vous? Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon live et que vous passez un bon dimanche. Nous, on est en Bretagne. Et oui, on n'est pas dans les Caraïbes malgré la couleur de l'eau. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faisiez pour ceux qui viennent d'arriver? Du coup, on fait un petit tour de Bretagne. Là, très très chouette. Demain, on va aller manger apparemment à l'une des meilleures crêperies du pays. Donc écoutez, on va voir, hein, ça fait ce que ça donne. Et en attendant, nous, on est à Port-Salle, donc c'est juste à côté de la commune de Ploudal-Mézeaux. Et on est ici pour un peu visiter, passer un bon petit dimanche, petite promenade du dimanche, tu vois. Vraiment très tranquille, pas de prise de tête. Voilà. Du monde. Ils ont essayé de dessiner une bite, je le vois. Ah, il a voulu faire un demi-tour très rapide, mais il a été stoppé très vite par le fait qu'il y a une autre voiture devant lui. De la galaxie, du monde entier. Bah, très probablement, si c'est l'une des meilleures galettes de Bretagne, c'est que c'est l'une des meilleures galettes du monde. Alors, les soucis du breton, c'est qu'il y a des variantes suivant les zones. On va prendre les 3 variantes. On va prendre la variante la plus connue. C'est quand même si je veux apprendre l'arabe, tu vois. Moi, je me disais, bon, bah, je vais apprendre l'égyptien, parce que c'est peut-être
l'arabe le plus compréhensible, tu vois. Au même titre que quelqu'un qui apprend le français, il va apprendre le français de Paris, parce que c'est le plus compréhensible par tous. Ou au même titre que l'anglais américain, malheureusement, donc c'est l'anglais le plus compréhensible de tous, tu vois. Parce que c'est l'anglais le plus parlé. Comme le portugais, malheureusement, brésilien, c'est le portugais le plus parlé. Tu es passé au Conquet, on y était hier. Et on y